Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Vous êtes évidemment extrêmement nombreux. Si nécessaire, il reste encore quelques places ici sur la banquette des Lambris. N'hésitez pas à vous avancer par l'allée centrale, ce sera très discret. Voilà. Merci. Voilà, immédiatement, nous allons commencer. Donc, je vais donner la parole à Madame la bourgmestre, d'une part, et à Monsieur le premier échevin, d'autre part. Voilà. Bienvenue. Bonsoir à toutes et tous. Attendez, hop. Voilà. Alors, mesdames et messieurs les membres du collège communal, monsieur le président du centre culturel, mesdames et messieurs les membres de la fabrique d'église, de la confrérie Saint-Vincent, du comité de la procession, monsieur le prévôt du chapitre, monsieur de Vézler, mesdames et messieurs, en votre titre et qualité, ben voilà, ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux pour cette conférence qui, en fait, ouvre nos festivités de Pentecôte. Et donc, je sens qu'on est tous déjà bien motivés pour ce week-end, parce que quand on est sonégien, eh bien évidemment, on est très fiers de Soigny et très fiers de nos festivités de Pentecôte. Donc, vous l'aurez compris, de par mon intervention, je ne peux pas cacher mon plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et d'être à la veille de ce week-end de festivités. Soigny, c'est une ville millénaire fondée par Vincent Madelguer. Et donc nous allons, pendant tout le week-end, célébrer Vincent, célébrer l'histoire de notre ville et mettre notre ville à l'honneur. Soigny a un patrimoine important. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes attaché à ce patrimoine. Ce patrimoine, on peut parler de la collégiale, bien évidemment, mais on peut aussi parler du vieux cimetière, du site des Archers, tout le centre historique de notre ville. Même dans nos villages, on a des pépites du côté patrimonial qui sont vraiment importantes. Une de nos priorités au niveau du collège, c'est vraiment la préservation de ce patrimoine culturel sonégien. Alors, on a fait de nombreux chantiers. Et donc, avec M. de Vézler, quand on s'est dit qui dit quoi, mais moi j'ai proposé qu'on puisse parler de ce que la ville a pu réaliser en termes d'investissement notamment, pour pouvoir préserver ce patrimoine. Alors je ne vais pas parler de tout le patrimoine qu'on peut avoir sur ce territoire sonégien, mais je vais quand même vous parler de ce qu'on a pu faire ensemble par rapport à la collégiale. Et donc déjà dans les années 80, il y a eu la restauration des éléments extérieurs, notamment la toiture qui était fortement dégradée. Vous vous en souvenez tous? On a tous entendu parler de l'araignée. Ça date déjà des années 80. On a également travaillé sur la rénovation intérieure, notamment les boiseries du chœur de la collégiale. Plus récemment, si vous vous souvenez, on a travaillé sur le parvis de la collégiale, où donc là on a pu maintenant faire un accès aux personnes à mobilité réduite, ainsi que magnifier l'entrée de notre magnifique collégiale. Et ces travaux-là ont été d'un montant de 204 500 €. Durant cette mandature, on a continué à faire des travaux, on a fait de nombreux investissements, dont le sujet qui nous occupe aujourd'hui, la rénovation des vitraux de la chapelle du Saint-Nom. Ces travaux ont été importants, et donc moi je ne vais pas aller dans les détails de ces travaux, mais je vais quand même vous parler du fait que ça a été réalisé sur 3 phases, sur 3 années, pour un montant total de 521 000 €. Évidemment, il y a une partie qui a été subsidiée, mais je pense que c'est toujours important de pouvoir avoir à l'esprit les montants qu'on a pu investir ces dernières années. 204 000 € au niveau du parvis, 521 688 € au niveau des vitraux. Et on a encore prévu ici, pour l'année 2024, des travaux pour préserver notre collégiale, des travaux de réparation des canalisations de chauffage pour un montant de 116 822 € et la restauration de portes pour un montant de 43 560 €. On a aussi prévu, et tout ça se fait en bonne intelligence avec les représentants de la fabrique d'église notamment, on a aussi prévu la restauration de la toiture du musée du chapitre pour un montant de 56 500
€. Donc vous voyez que ce sont des montants qui sont importants et qui sont vraiment nécessaires que pour pouvoir préserver ce patrimoine qui est l'image de notre ville, qui est vraiment la vitrine de notre ville. Au-delà du fait que nous sommes tous sonégiens attachés à ce patrimoine, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer par rapport à cette image, à cette vitrine, et nous avons chaque année des milliers de touristes qui viennent à Soignies visiter notre entité, visiter notre magnifique ville et visiter la collégiale. C'est vraiment un atout touristique qui est vraiment important et c'est l'occasion pour moi de remercier les personnes de l'Office communal du tourisme. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment les remercier et remercier les équipes de la ville pour tout ce travail, car évidemment, c'est un travail qui se fait en bonne collaboration avec la Fabrique d'Église, mais c'est aussi tout un travail qui se fait en profondeur avec notre responsable des travaux, Madame Henriet. Je vois notre directrice générale adjointe qui est dans la salle, le directeur général également. C'est tout un travail d'équipe pour pouvoir arriver à concilier des travaux qui sont réalisés dans des budgets qui sont parfois difficiles à concrétiser. Et donc, il y a aussi un élément qui est important, j'avais oublié de vous le dire. Il y a un anniversaire aussi. On a aussi une autre particularité à Soignies, dans cette collégiale, c'est le carillon. Il y a aussi un anniversaire, ce sont les 60 ans, où on va le mettre à l'honneur dans le cadre des Journées du patrimoine. C'est aussi quelque chose qui est important. On a aussi d'autres caractéristiques patrimoniales importantes. Le moderne, là aussi, vous savez qu'il y a eu un incendie dernièrement. Là aussi, c'est des millions d'euros qui sont injectés pour la préservation de ce patrimoine. Et heureusement, il y a une partie chaque fois qui est financée par la ville, mais on arrive à aller chercher, parce que les dossiers sont bien montés, des subsides régionaux ou européens. Et je vois que M. Croin est dans la salle. Il sait bien de quoi je parle, car c'est son entreprise qui va refaire la toiture de ce bâtiment qui est aussi important. Et pourquoi je parle de tout ça? C'est parce qu'on a une ville qui est chargée d'histoire. Et on l'aime, notre ville. On aime les habitants, mais on aime aussi l'histoire et tout ce qui fait qu'on est fiers en fait, d'être sonégien. Et le fait aujourd'hui qu'on soit si nombreux, eh bien voilà, je pense que pour nous tous, ça nous fait fortement chaud au cœur. Donc, avant de céder la parole à M. Verslip, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous une bonne conférence, mais surtout un bon week-end de Pentecôte. Vive Soignies, vive Saint-Vincent. Alors, merci Madame la bourgmestre. Et donc, effectivement, mais je pense que les orateurs qui suivront nous expliqueront évidemment dans le détail, je dirais, l'origine, l'historique et la manière dont les choses se sont évidemment déroulées dans la restauration. Mais il est vrai que par rapport aux propos que vient d'évoquer Madame le bourgmestre, on ne peut pas, nous, Sonégiens, ne pas oublier le chemin de Scarmure, qui était véritablement, en tout cas celui qui, vis-à-vis en tout cas d'un moment critique qui était la guerre, s'est opposé et puis par la suite a été l'initiateur de ce que nous allons vivre ce week-end d'une manière exceptionnelle au niveau, je dirais, de la procession, mais surtout aussi de celui qui a évidemment été le fondateur et de la poursuite de ceux qui aujourd'hui nous sommes tous les confrères de la confrérie. Ceci étant dit, moi je ne vous parlerai pas d'une manière en tout cas personnel en tant qu'échevin, où j'ai le privilège évidemment de pouvoir avoir celui d'accumuler plus de 36 ans de mandat, mais de celui d'un garçon, d'un jeune garçon, qui était celui qui était quelqu'un qui a pratiqué les lieux, qui était enfant de chœur, et qui peut vous dire que ce lieu était, d'une manière, en tout cas par rapport à la collégiale, quelque chose de tout à fait particulier. Et je rends hommage à Armand de Chèvre, la chorale du dimanche matin de 9h30, où les chantres venaient se changer, répétaient et officiaient la messe de 9h30. À l'époque, il y avait la célébration à 8h, 9h30, 11h, midi, 18h. Et c'était extraordinaire. Et dans l'après-midi,
il y avait tous les baptêmes qui se déroulaient ici. Pour vous dire à quel point que ce lieu relève aussi pour l'ensemble des Sonégiens, et pas seulement pour la communauté qui pratiquait le culte religieux catholique, mais qui relevait un lieu privilégié. Et en tant qu'enfant de chœur, tous les jours de la semaine, il y avait une célébration à 7h30. Et nous, enfants de chœur, nous étions dans l'obligation de pouvoir au moins, si pas une fois, 2 fois, pratiquer, je dirais en tant qu'enfant de chœur, cette célébration. C'est pour vous dire à quel point que c'est non seulement un lieu exceptionnel du XVIe siècle, et qui a évidemment eu ses successions, je dirais, par cet émerveillement qu'on peut découvrir aujourd'hui, mais qui était un lieu privilégié, intime, et qui faisait participer une certaine partie de la communauté catholique, religieuse, soignée. Mais ce qui est hyper important, et de ce que vient de dire Madame la bourgmestre, et depuis le début de la restauration, je dirais, de l'édifice, cet argent qui était investi, qui était celui des Sonégiens, de la région wallonne, c'est celui, en tout cas, de tous les citoyens. Cet édifice appartient à tous les citoyens. Et ça, c'est hyper important. Même si il relève de culte religieux, mais le lieu appartient aux citoyens. C'est l'argent des citoyens. Et ils en sont fiers. Et on le découvrira encore depuis de nombreuses années que ce lundi, au-delà de nos convictions, tous participent à ce moment exceptionnel, celui des Sonégiens. Je vous remercie. Comme tu as déjà cité tout le monde, en ces titres et qualités, je me permettrai de rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, merci à la ville de Soignies pour son investissement sur le plan technique, sur le plan administratif, excellente gestion de ce dossier sur lequel on va se concentrer aujourd'hui et évidemment aussi, vous l'avez évoqué, sur le plan financier. Un grand merci. Cette soirée, en fait, inaugurant la restauration des vitraux de la chapelle du Saint-Nom restaurée, a une portée quasi symbolique. Parce qu'en fait, on n'a pas à proprement parler de cité de timing, mais la restauration de la collégiale a duré 25 ans. Elle a commencé en 1985 par la chapelle du Saint-Nom, j'en reparlerai dans un instant, et elle se termine aujourd'hui quasiment par cette dite chapelle. Ce fut évidemment, comme l'a rappelé Madame la bourgmestre, comme l'a rappelé Monsieur le Premier échevin, une restauration de très grande ampleur qui a touché à tous les aspects du bâtiment, depuis effectivement, comme Madame Winkel l'a dit, depuis les toitures, les murs, etc. On a vraiment aussi de l'installation électrique, le chauffage, etc. On a vraiment touché à tous les aspects du bâtiment et ça a vraiment permis à la collégiale de rentrer à proprement parler dans le XXIe siècle. Comme on oublie vite, voilà quelques photos de l'état antérieur de la chapelle. Notamment, vous voyez que sur la vue de gauche, la chapelle a en fait servi de lieu de dépôt de tous les objets mobiliers pendant les 2 années de fermeture du bâtiment. Donc on avait entreposé ici tous les objets mobiliers d'une part, et d'autre part, vous voyez, M. Brours en particulier vous montrera quelques clichés de l'état de dégradation des vitraux au fil du temps. Nombreux étaient cassés, il y a eu des protections qui n'ont pas tenu, etc. Quoi qu'il en soit, faute de moyens de divers ordres, il demeurait donc à traiter, dans le cadre de l'ensemble de la restauration en 1985-2009, il demeurait donc à traiter ces vitraux de la chapelle du Saint-Nom. Le dossier, en fait, a pris de nombreuses années
parce que la procédure de patrimoine n'a pas été évidente. Il a fallu vraiment faire ça, bien évidemment, vu la grande qualité de ces vitraux dans les règles de l'art. Et c'est là le domaine d'expertise, d'une part, du bureau d'architecture des DGM, qui a été suivi par M. Nicolas Gillaume-Auret, mais qui a dû faire un petit saut de quelques jours, malheureusement, parce qu'il s'était bien engagé à être ici ce soir, et qui a dû faire un petit saut en Italie pour terminer ma phrase, et qui sera représenté ce soir par sa collaboratrice, Madame Pigache, et par ailleurs du maître verrier, Monsieur Patrick Brours. Pour ma part, je m'en tiendrai à évoquer en quelques mots l'histoire de la chapelle d'une part, et le programme iconographique des 10 vitraux d'autre part. Alors, à l'origine de cette chapelle, en fait, il y a une confrérie, puisque c'est la chapelle de la confrérie du Saint-Nom de Jésus. Une confrérie... la confrérie du Saint-Nom de Jésus, qui a été instituée en 1581. En fait, cette confrérie, et je m'adresse peut-être plus particulièrement aux confrères de Saint-Vincent, est plus ancienne que la confrérie justement de Saint-Vincent, puisqu'elle a été instituée près d'une vingtaine d'années plus tard, en 1599. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, fin du XVIe siècle à Soigny, il existait déjà 16 autres associations confraternelles, qu'elles soient religieuses ou d'autres, militaires, et notamment la célèbre confrérie des archers et arbalétriers. Voilà. Et avant cette confrérie, en fait, instituée en 1581, il y avait déjà un culte qui était rendu à Soigny au Saint-Nom de Jésus. Il avait été mis en place en quelque sorte par un des chanoines de la collégiale, le chanoine prévôt, donc le supérieur de la communauté, si vous voulez, qui s'appelait Charles Chastelin. Et c'est lui qui avait développé ce culte à Soigny, et qui avait d'ailleurs, je serais tenté de dire, mis toute sa passion, parce que c'était un musicien talentueux, cher Manu, musicien talentueux. Il avait été appelé personnellement par Philippe II lui-même, le roi d'Espagne, à la cour de la chapelle royale, et il avait préféré, pour continuer à gérer ce qu'il avait mis sur pied ici à Soigny, rester dans la localité. Voilà. Alors, dès l'année suivante, la fondation de la confrérie, eh bien, les confrères du Saint-Nom de Jésus décident d'édifier le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, donc qui démarre en 1582. Il y a 2 dates, ou disons 2 pierres plutôt dédicatoires qui permettent de l'affirmer. D'une part, il y en a une à l'extérieur, et d'autre part, la pierre que vous avez ici à gauche sur le slide, qui se trouve dans la petite sacristie, qui se trouve juste ici derrière le maître-autel, et qui atteste bien que cette confrérie du Saint-Nom de Jésus, que cette chapelle a été édifiée à partir de 1582. Et par ailleurs, il faudra peut-être avoir un petit torticolis pour certains, il y a un autre millésime sur le slide de gauche qui se trouve là à la clé de la voûte d'ogive au-dessus de votre tête et qui atteste de la fin des travaux en 1597. Ce projet de chapelle du Saint-Nom est incontestablement ambitieux. Car d'une recherche que j'ai menée avec mon épouse, Caroline Balade, qui est également historienne de l'art, il nous apparaît de manière assez évidente que c'est la plus grande chapelle de confrérie qui a été construite dans le diocèse de Cambrai sous l'Ancien Régime. Il est vrai que celle-ci a été soutenue à l'époque par le lait de plusieurs chanoines. Je serais tenté de dire que manifestement, pour convaincre d'adhérer au nouveau culte, la confrérie a décidé de voir grand et a mis les moyens pour impressionner. Même si, comme vous pouvez vous rendre compte, et tantôt M. Brours vous invitera d'ailleurs à aller faire quelques constats techniques à l'extérieur, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la vue extérieure de la dite chapelle, eh bien, même si vous voyez que le style architectural utilisé est relativement sobre, il s'agit de ce qu'on appelle le gothique énuyé tardif, donc de la brique locale d'une part, et de la pierre bleue, en général de la région aussi, comme ici, en l'occurrence, pierre bleue, c'est la marque de tailleur qui permet de le dire, pierre bleue de la région d'Écosine. Alors, la confrérie du Saint-Nom de Jésus est en fait bien connue aujourd'hui grâce à une étude qui a été menée en 2002 par Philippe Desmet,
un compatriote, professeur à l'université de Saint-Louis. Il a notamment étudié les statuts de la confrérie du Saint-Nom qu'il a retrouvés un peu par hasard, je serais tenté de dire, dans une armoire de la cure des Canals, à la rue Henri-le-Roi, et qui aujourd'hui ont été déposés aux archives de l'État à Mons. Et d'autre part, il a pu étudier également ce qu'on appelle les comptes d'exécution testamentaire, dont les bénéfices étaient consacrés à la confrérie du Saint-Nom également. En fait, ce que montre très bien Philippe Desmet, c'est que cette confrérie se distingue des autres associations de la même époque par la très grande rigueur de son organisation interne et de ses pratiques spirituelles. En réalité, sous l'influence du Concile de Trente, qui est ce grand concile qui s'est tenu de 1545 à 1563, la confrérie du Saint-Nom de Jésus va accorder une place très importante aux sacrements, en particulier à l'Eucharistie, et à la piété de ses membres, invités notamment à ne prononcer aucune mauvaise parole. Je ne pense pas que j'aurais pu en faire partie, mais voilà. Alors, comment est représenté, justement, puisque nous sommes dans la chapelle du Saint-Nom de Jésus, comment est représenté iconographiquement le Saint-Nom de Jésus? Alors, Jésus, en fait, a reçu son nom d'après, selon la coutume juive, à son baptême. De fait, en hébreu, on parle de Yeshua, ce qui veut dire Dieu sauve. Et donc, on va représenter le Saint-Nom de Jésus par le monogramme IHS, Jesus Hominum Salvator, avec une petite barre au-dessus du IHS pour signifier qu'il s'agit d'une abréviation. Et par la suite, comme vous le voyez ici, on le représente parfois aussi, ce IHS, avec une petite croix qui est plantée sur la barre horizontale du H. Alors, vous aurez reconnu sur le slide suivant l'entrée par laquelle vous avez pénétré dans la chapelle, la très belle entrée, vraiment remarquable travail d'ébénisterie, la très belle entrée de la chapelle du Saint-Nom, qui porte justement ce monogramme IHS, et en dessous duquel, on retrouve 3 clous. D'accord, 3 clous. Ce monogramme IHS avec les 3 clous, c'est devenu par la suite l'emblème de la compagnie de Jésus, donc des Jésuites. Alors, on retrouve évidemment ce IHS sur les principales œuvres de la chapelle du Saint-Nom, notamment sur le tableau qui se trouve derrière vous. Au sommet, vous avez ce IHS, ou sur la tourelle eucharistique, vous l'avez juste ici au-dessus, ou alors sur un très beau retable qui se trouve représenté à droite et que Marc a certainement connu quand il était enfant de chœur et petit chantre où il venait répéter dans la chapelle, voilà, qui a été retiré dans les années 80, on en reparlera brièvement. Et donc, les principales œuvres portaient évidemment ce monogramme IHS. Vous voyez par les 3 œuvres qui sont présentées brièvement ici, Maître-autel, tourelle eucharistique qui est juste derrière moi, retable de Le Corbusier de 1615, que cette chapelle présentait un décor très riche, très intéressant. Il y avait de surcroît aussi, jusqu'au XIXe siècle, 2 très monuments funéraires de la première moitié du XVIIe siècle et qui, durant la deuxième moitié du XIXe siècle, ont été transférés près de la mise au tombeau. Malheureusement, le décor mural et le thème des verrières d'origine, donc du XVIe siècle, ne nous sont pas connus. Alors, les clichés que je viens de vous montrer à l'instant, de même que celui-ci, sont des clichés qui datent de 1968. Ce sont des vues de l'IRPA, donc l'Institut royal du patrimoine artistique à Bruxelles. Et ce sont les seules vues qui nous montrent l'état de la chapelle du Saint-Nom avant ses travaux de 1985. Si jamais dans l'Assemblée, il y a des gens qui possèdent d'autres photos de l'état de la chapelle d'avant 1985, voilà. On est très intéressé pour la photothèque du musée du Chapitre. Alors, nous savons par ailleurs que cette chapelle va être repeinte dans le style néogothique en 1873 à l'initiative du doyen de l'époque, le doyen Jules César, ça ne s'invente pas, Jules César François, c'était un petit peu le José Boucher de l'époque, hein, et Jules César François, qui était en fait arrivé à Soigny l'année précédente.
il va obtenir en fait l'accord du conseil de fabrique d'église pour pouvoir repeindre la chapelle. Et je me plais à vous citer brièvement un petit extrait du registre de la fabrique d'église de l'époque où il est dit « Monsieur le doyen propose au bureau des barguiers de faire polychromer la chapelle du Saint-Nom au moyen d'un don important fait à cette intention par une personne des plus honorables de la ville. Monsieur le doyen ajoute que si ce don ne suffit pas pour couvrir les frais du travail en question, il suppléera personnellement jusqu'à son complet achèvement, de sorte que la fabrique n'aura aucune dépense à supporter de ce chef. » Voilà, donc il faut, en bref, que ça n'en coûte pas un sou à la fabrique d'église, d'une part, et d'autre part, il va finalement, c'est un don donc d'un bienfaiteur qui va permettre de faire toute la décoration de cette chapelle. Et c'est peut-être d'ailleurs une des familles qui se retrouve mentionnée dans la partie, il y a les piémanes, les fauconniers, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, une des familles qui se trouve mentionnée ici. Voilà. Alors, en fait, tu ne sais pas faire deux en arrière, s'il te plaît? Encore une? Voilà. En fait, ces photos sont tout de même très intéressantes parce que, comme je vous disais, ce sont les seuls documents que nous avons de l'état de la chapelle d'avant 1985. Et comme vous pouvez le voir, en particulier sur la vue qui se trouve à l'extrémité droite, ce décor était composé essentiellement d'un décor de faux appareillage de pierre, d'une part. D'autre part, vous aviez un décor de draperie surmonté d'une inscription latine au-dessus des lambris. De part et d'autre des nervures de la voûte, vous aviez également un décor polychromé, et les nervures elles-mêmes, comme vous le voyez, sont polychromées. Voilà, merci. Suivante, merci. Voilà. 10 ans plus tôt, en fait, déjà, en 1862-1863, la chapelle avait été pourvue de nouveaux vitraux. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en faire la lecture, parce que le registre de la fabrique d'église de cette époque-là ne nous est pas parvenu. Celui que j'ai ici sous la main commence en 1867, donc nous n'avons pas de documents d'archives dans l'état actuel de nos connaissances sur l'époque 1862-63. Néanmoins, comme le maître verrier a signé son œuvre, J.L. van der Porten, 1863, ça nous permet, de ce fait, de connaître, d'une part, le nom de l'artiste, et d'autre part, bien évidemment, la date, ce qui situe de manière assez précise l'œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet artiste est évidemment répertorié dans la base de données de l'IRPA, donc l'Institut royal du patrimoine artistique à Bruxelles, mais il y a peu d'œuvres qui lui sont attribuées et on a très peu d'informations sur ce maître verrier. Ce qui est intéressant à signaler tout de même, c'est qu'en fait, on sait qu'il a travaillé, d'après le répertoire de l'IRPA, qu'il a travaillé également à l'église Saint-Boniface à Ixelles, et qu'il a travaillé en l'occurrence à Ixelles avec un certain Jean-François Malfait, qui est un sculpteur néo-gothique et qui avait en fait réalisé les dessins des cartons, c'est-à-dire, si vous voulez, des compositions. Et il y a d'intéressants parallèles entre les œuvres d'Ixelles et celles de Soigny au niveau des compositions. Donc, il est probable, il est possible que l'on soit sur la même équipe au niveau de l'exécution de ces vitraux, Malfait d'un côté pour le dessin et Joseph Léopold van der Porten comme maître verrier. Hormis les vitraux, comme vous pouvez vous en rendre compte par vous-même, hormis les vitraux, en fait, il ne reste plus rien du décor néogothique, à part les peintures sur les nervures elles-mêmes. On peut le regretter, une époque n'est pas l'autre. À l'époque, Madame la bourgmestre, Monsieur le Premier Échevin, il n'y avait pas de procédure de patrimoine comme aujourd'hui. C'est postérieur à la régionalisation de la matière en 1989. Et donc, principalement, c'était les maîtres d'ouvrage et les auteurs de projets qui prenaient les choses en main. Et donc, à l'époque, ils ont décidé de garder ces décors polychromés sur les nervures, de rebadigeonner tous les murs de blanc, mais aussi, je serais tenté de dire malheureusement, de remplacer le dallage par de la pierre bleue locale. Le précédent était évidemment le dallage d'origine. C'était un dallage constitué de damier, de pierres de Bazècle d'une part et de pierres de marbre d'autre part. Alors je vous propose maintenant d'en venir
Voilà, c'est celle-là. Merci. Parce que c'est important pour la thématique. Venons-en maintenant aux 6 vitraux qui forment un ensemble cohérent, parce qu'en fait, on a un seul thème qui les relie tous, c'est celui des espèces eucharistiques et tout particulièrement le pain. Ce programme iconographique autour du Saint-Sacrement était fréquent à l'époque néogothique, donc deuxième moitié du XIXe siècle, fin XIXe pour l'essentiel, et également très fréquent dans la deuxième moitié du XVIe siècle, donc à l'époque de construction de la chapelle dans laquelle nous nous trouvons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une place particulière a été réservée au pain à la suite du Concile de Trente, donc ce dont je vous ai parlé tantôt, le Concile de Trente, c'est ce grand concile de 1545 à 1563, qui est le concile où les catholiques se réunissent pour réagir aux thèses qui ont été publiées par Luther en 1517. Et donc, face à la propagation du protestantisme, les catholiques se réunissent pour voir comment réagir. Et donc, dans le cas de ce concile, il décide de remettre à l'honneur notamment les espèces eucharistiques, car il y a justement entre catholiques et protestants des discussions à ce sujet-là, les deuxièmes contestant la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. C'est la raison pour laquelle ce thème est régulièrement exploité dans le cadre iconographique de la deuxième moitié du XVIe siècle. Ce qui veut dire, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ce qui veut dire que les vitraux ici de la deuxième moitié du XIXe siècle, de 1862-63, récupèrent peut-être des thèmes des vitraux de la première moitié, ou de la deuxième moitié, du XVIe siècle. On n'en sait rien puisqu'on n'a plus aucune source d'archives de l'état des vitraux de la chapelle avant la deuxième moitié du XIXe siècle. Là, si tu sais revenir en arrière, Caro, merci. En tous les cas, ce que l'on peut dire, et ça c'est vraiment très intéressant aussi au niveau de la compréhension de ces vitraux, c'est que ce sont pour la première fois, d'où ici une représentation d'un retable de Dirk Boots, pour la première fois, ce sont les primitifs flamands qui vont inaugurer cette découverte progressive de scènes de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, grâce en fait à un système de volets recto verso, où on met d'un côté des scènes de l'Ancien Testament et sur l'autre côté des scènes du Nouveau Testament. C'est un peu la même chose dans le cas de cette chapelle du Saint-Nom, où il va y avoir évidemment un dialogue entre l'Ancien et le Nouveau Testament, je vais y venir dans un instant, et où il y a notamment cette progression spatiale depuis l'entrée de la chapelle vers le chevet, non seulement au niveau thématique, et ce dialogue est vraiment très perceptible par ailleurs. Alors, en effet, donc, à partir de l'entrée, on a 2 scènes qui sont reprises ici, les deux grandes scènes, ce sont les 2 plus grands panneaux, 2 scènes qui évoquent des épisodes de l'Ancien Testament, mais qui sont en réalité comme des préfigurations du Nouveau Testament. La scène la plus explicite est celle qui se trouve en fait à gauche sur la diapositive, enfin sur le slide, qui est une représentation de la rencontre entre Abraham et Melchisédek, qui est un épisode extrait du livre de la Genèse. Et vous avez en fait le prêtre roi de Jérusalem, qui est Melchisédek, qui reçoit, ici à droite, reçoit Abraham au retour d'un combat victorieux et auquel il offre le pain et le vin qu'il bénit. Alors, historique ou symbolique, on n'en sait rien, mais le personnage de Melchisédek fait le lien entre Abraham d'une part et Jérusalem d'autre part. Pour l'autre épisode de l'Ancien Testament qui se trouve à droite sur le slide, et en fait à droite pour vous aussi, voilà. Non, à gauche, pardon. Là-bas, à droite. Ça dépend, je me mets dans l'autre sens, voilà. Mais en fait, excusez-moi, mais Hubert m'a dit que je coterai celui qui sera le plus comique, donc voilà. Donc, excusez-moi, à droite pour vous, voilà. Et à droite sur le slide. C'est dans le même sens. En fait, là, ce n'est pas la scène habituelle que l'on trouve souvent dans ce genre de thématique. Ce n'est pas la scène habituelle de la récolte de la manne céleste, qui était sans doute trop proche d'une autre scène qui se trouve juste ici, qui est celle de la multiplication.
juste au-dessus de moi, de la multiplication des pains. Mais c'est en réalité, et ça c'est intéressant parce que, bon, ce qu'il faut savoir tout de même, je ne l'ai pas encore signalé, mais il n'y a eu aucune étude jusqu'ici sur ces vitraux. Si ce n'est qu'ils sont dans l'un ou l'autre ouvrage relatif à l'histoire de la collégiale, bien évidemment, cités, notamment dans l'ouvrage de 1868 de Théophile Lejeune ou dans l'ouvrage de Jean-Claude Guillain sur la collégiale, mais ils en font des identifications différentes de ce vitrail-là en particulier. Il y en a même un qui l'identifie comme la dernière scène, ce qui est un peu curieux. Et donc, avec mon épouse, on a fait pas mal de recherches sur le sujet, et de manière assez évidente, maintenant, on peut affirmer... Si tu sais revenir... Ah non, ça va, on peut laisser ça. Enfin, donc, laisse ceci, s'il te plaît. À droite, donc, c'est une vue imaginée du temple de Salomon qui est choisi avec, très important, la mythique Arche d'Alliance. Cette Arche d'Alliance... Si tu ne veux pas revenir en arrière, s'il te plaît. Vous avez donc ici, au sommet du voilier d'escalier, la mythique Arche d'Alliance, et à droite, le grand prêtre qui préside à la cérémonie. L'Arche d'Alliance, contenant d'une part, selon évidemment la tradition, les tables de la loi qui ont été taillées par Moïse sur le Sinaï, d'autre part, le bâton d'Aaron, premier grand prêtre qui a permis l'ouverture de la mer Rouge, et enfin la manne qui permet à Dieu de nourrir son peuple tout simplement. Alors, merci, suivante. Je ne vais pas m'attarder sur les deux vitraux suivants, on va travailler in situ, puisqu'il y a un petit souci de technique. D'une part, avec les noces de Cana à gauche, mais à droite pour vous, et d'autre part, ici au-dessus de moi, la multiplication des pains. En fait, comme vous avez pu le constater, dans les précédentes verrières néogothiques, la scène est souvent surmontée d'un élément architectural. Et le registre inférieur est quant à lui réservé au nom des donateurs, nous y reviendrons tantôt également. C'est en fait aux noces de Cana que Jésus, ici à gauche sur le slide, aux noces de Cana que Jésus accomplit son premier miracle en changeant l'eau en vin. Je dois bien vous avouer que c'est mon miracle préféré. Et sur l'autre, vous avez un épisode de la multiplication des pains qui est relaté par les évangélistes et qui fait bien évidemment référence à la manne du désert, comme je vous l'ai dit tantôt. L'artiste, pour ce qui concerne celui-ci en particulier, donc la multiplication des pains, comme vous pouvez vous en rendre compte, l'artiste utilise en particulier une diagonale pour dynamiser à proprement parler la composition. Et dans les deux cas, Jésus bénit de la main et fait fructifier ce qu'on lui apporte pour nourrir son peuple. Enfin, de part et d'autre de l'autel, deux scènes qui mettent en évidence la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Comme je vous le disais tantôt, c'est à proprement parler une thématique chère au Concile de Trente, déjà au XVIe siècle donc, et de nouveau très souvent mis en œuvre, mis en exergue dans le courant de la deuxième moitié du XIXe siècle, donc à l'époque néogothique. L'une est un épisode très connu de l'évangile de Saint Luc, qui est le repas partagé avec les disciples d'Emmaüs, qui reconnaissent Jésus au moment où il rompt le pain. Je ne m'y attarderai pas, parce que ce sera particulièrement le sujet développé par M. Brousse, parce que c'est le vitrail qui présentait le plus de soucis techniques. Il avait fait l'objet, si je puis dire, d'une attaque en particulier de grelons à la fin des années 90, et il y avait des trous de la dimension d'une balle de ping-pong, enfin de nombreux trous, il en parlera, à telle enseigne qu'il était vraiment très difficile d'utiliser cette chapelle en hiver. Quant à l'autre vitrail qui est derrière moi, il est beaucoup moins courant et il montre Marie-Marguerite à la Coque, c'est son nom, religieuse au couvent de Paray-le-Monial près de Cluny. Elle a vécu dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Marie-Marguerite à la Coque est en fait une mystique qui, parmi ses visions de la passion du Christ, a souvent associé le Saint-Sacrement et le Sacré-Cœur. C'est d'ailleurs à partir de là que la fête du Sacré-Cœur va se développer.
Et le culte de Marie à la coque va surtout se développer d'ailleurs à partir de ces années-là. C'est la raison pour laquelle ce vitrail-là, qui est un des plus complexes de toutes les compositions, ne pouvait évidemment pas avoir été exploité au XVIe siècle d'une part, et d'autre part, c'est sans doute parce que le culte de Marie Marguerite à la coque était particulièrement populaire à ce moment-là, puisqu'elle a d'ailleurs été béatifiée l'année suivante en 1864. Comme vous le voyez, au niveau de la composition, c'est le plus complexe, au niveau de la construction des espaces et du traitement de la profondeur. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à la représentante du bureau de Nicolas Géomoré, Madame Pigache, et ensuite ce sera à Monsieur Brours de prendre la parole pour évoquer, voilà, Monsieur Brours qui est ici sur le vitrail, à prendre la parole pour évoquer les questions techniques. Je tiens à préciser que la restauration a été accompagnée aussi par le comité wallon du vitrail, qui était représenté par Madame Van den Benden d'une part et Madame Isabelle Lecoq d'autre part, dont les conseils ont été extrêmement précieux. Et je tiens tout particulièrement l'attention aussi de Monsieur Brours de signaler que Madame Van den Benden et Madame Lecoq ont remis un rapport extrêmement positif du travail qui a été exécuté par le maître verrier. Et donc je crois qu'on doit vraiment se réjouir ici à Soignies de son professionnalisme et de sa passion pour le travail des vitraux de la chapelle du Saint-Nom. Un grand merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Madame Pigache, qui représente le bureau des DGM, et Monsieur Nicolas Géomoré, qui a été l'architecte sur ce projet. Je vais vous présenter brièvement le déroulement du projet dans les grandes lignes et les différentes phases. Mais Monsieur Brours vous expliquera amplement mieux la partie de restauration des vitraux. Donc, ce projet s'est déroulé en 3 phases. La première phase concernait le gros œuvre. Donc c'est tout ce qui concernait la façade, mais qui dit la façade dit également ce qui concernait la périphérie des vitraux, donc le travail de pierre et de briques. Dans cette première phase, on a également déposé les vitraux et permis de protéger l'intérieur de cette zone, donc le temps de la restauration des vitraux. Donc la deuxième phase consistait à la restauration des vitraux, et la première phase et la deuxième phase se sont chevauchées, ont été fait en parallèle, ce qui a permis en fait des ajustements sur place. Si on avait eu en fait un décalage entre la première et la deuxième phase, par exemple à la repose des vitraux, on aurait pu avoir des problèmes de calibrage. Donc on a pu gérer tous ces formats et ces notions-là donc en même temps et en parallèle. Et la troisième phase, évidemment, donc la repose des vitraux, qui nous permet aujourd'hui de voir tout ce magnifique travail qui a été réalisé. Je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que ce projet a rassemblé beaucoup d'artisans experts, notamment autour des briques et des pierres. Ici, on peut voir un travail très fin de restauration des briques, où on a dû retrouver le format à l'origine, mais aussi faire en sorte que ça corresponde bien aux restaurations qu'on allait réaliser sur les vitraux, et la particularité de la pose muséale qui vous sera évidemment expliquée. On avait un travail très minutieux aussi au niveau des plombs de protection. Et évidemment, la ferronnerie d'art et les vitraux. Donc, M. Brours a également pris en charge le travail de ferronnerie d'art en parallèle de la restauration des vitraux, justement pour avoir cette concordance et cette adaptation possible entre les deux. Ce projet, ça a été aussi la collaboration de beaucoup de personnes, d'experts et de personnes surtout vraiment passionnées. Donc, on avait évidemment les agents de la WAP qui nous ont fortement conseillé, le comité wallon pour le vitrail et la commission royale monuments sites et fouilles. Il faut attirer aussi l'attention sur le fait que
grâce au Corpus Vitraeum, on n'avait pas seulement un conseil sur ce qui se fait dans les vitraux en Belgique, mais c'était aussi un conseil de ce qui se fait à l'international. Donc c'était vraiment une grande source de conseils. On avait également la Fabrique d'Église qui nous accompagnait pendant les chantiers, des DGM, donc les auteurs de projets, et évidemment l'entreprise Monument Hainaut qui a pris en charge la partie gros œuvres, et l'atelier Carpe Diem, représenté par M. Bourse, pour les vitraux. Donc en termes de le projet d'architecture en lui-même, il y a eu un travail préalable donc, de relever des lieux. Voici quelques plans élévation. On avait également à disposition une étude préalable réalisée par les ateliers MESDAC. Ça nous a permis, cette étude, de réaliser un cahier des charges vraiment extrêmement précis en termes de restauration des vitraux. Et voilà. Donc, je vais vous expliquer brièvement la particularité du projet qui a tourné essentiellement autour des vitraux et qui vous sera bien expliqué par M. Bourse. Et donc, on avait tout le principe a été en fait de devoir protéger ces vitraux. Et donc, en fait, on a dû déporter les vitraux du côté intérieur et installer des verrières de protection que vous verrez à l'extérieur. Et c'est tout l'enjeu technique était surtout à cet endroit. Donc, voilà, ici, vous pouvez voir la partie en rose, c'est les vitraux existants qui ont été déportés. Et à leur endroit d'origine, on vient placer la verrière, qui permet justement de les protéger des agressions extérieures comme la grêle et d'éviter tout problème futur. Cette pose muséale, elle a nécessité aussi le renouvellement du réseau de barlotières. Il faut noter aussi que les barlotières existantes n'étaient pas celles d'origine, donc on les a renouvelées. Et ici, on a un double réseau de barlotières en parallèle qui permet et de maintenir la verrière de protection et de maintenir les vitraux existants. Ça a nécessité aussi un calibrage et un serrage vraiment particulier de cette verrière de protection dans les nouvelles barlotières. Une particularité aussi de cette pose, c'est qu'on peut générer de la condensation parce que cette verrière de protection est une paroi froide et donc on voulait éviter d'avoir de la condensation qui vienne couler et abîmer le reste. Donc on a dû imaginer un système de récolte et d'évacuation de ces eaux de condensation en partie basse des vitraux. Donc on a la verrière de protection qui est légèrement surélevée et qui permet à l'eau de condensation créée de s'évacuer depuis l'extérieur. On a également rajouté des petites billes, comme vous pouvez voir ici, pour éviter aux insectes de rentrer. Cette pose muséale, elle a aussi nécessité quelques adaptations techniques particulières. Par exemple, ici, on peut voir que les vergettes n'étaient plus reliées au mur et étaient décalées, mais qui conservaient quand même leur rôle de rigidifier les panneaux. Petite anecdote de fin, une fois qu'on avait reposé tous les panneaux et barlotières, on s'est rendu compte que les clavettes se décellaient en fait du côté intérieur. À l'extérieur, ces clavettes étaient scellées avec du mastic, donc on n'avait pas ce problème. Mais du côté intérieur, les clavettes tombaient. Et donc on a dû réfléchir à un système pour éviter cette chute. Et donc en fait, on a procédé à des percements à chaque fois dans ces clavettes. Et on est venu mettre une espèce de petite goupille en métal pour empêcher aux clavettes de tomber. Voilà. Je voulais aussi souligner que pendant ce chantier, j'étais encore stagiaire et j'étais vraiment... c'est grâce à ce chantier que j'ai découvert le métier de restauration du vitrail. Et c'est vraiment un métier extraordinaire qui, j'espère, sera mis en lumière aujourd'hui grâce à cette conférence. Et je trouve que la présentation précédente nous montre vraiment l'importance du métier de la restauration pour justement préserver tout ce patrimoine et cette histoire dont on fait partie aussi. Voilà, merci. Bon, je ne sais pas si je serais aussi drôle que M. De Weseler, mais aussi drôle.
Je suis compétitif, donc... Voilà. En tout cas, merci M. De Vizler pour l'invitation à participer à cette conférence. Vraiment beaucoup de plaisir à réaliser l'étude avec Mme Metzdag, à réaliser les travaux et maintenant valoriser ce patrimoine à travers cette conférence. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, parfaitement. Ok, super. Bien. Donc, j'ai entendu beaucoup le titre de Maître Verrier qui est un peu ronflant à mon goût. Donc, je suis artisan, hein, restons simples, et restaurateur diplômé. Donc, le titre de Maître Verrier, c'est une appellation qui vient d'un autre temps. Voilà, ça me fait plaisir de l'entendre, mais voilà, je prends ça plutôt comme un objectif à atteindre que vraiment mon état actuel. On doit toujours apprendre. Et ce chantier a été l'occasion d'apprendre pas mal de choses sur des détails très techniques, etc. Bon, donc ce projet important pour mon atelier que j'ai mené à bien avec toute une équipe que je présenterai tout à l'heure. Hein, ce n'est pas le travail d'une seule personne, même si mon nom a été cité, c'est un atelier qui a réalisé les travaux de restauration. Alors là, on a une vue intérieure, elle est de M. De Vizler, très beau panorama, très difficile de prendre en photo l'ensemble des verrières en un seul cliché. De l'extérieur, hein, les vitraux se voient des deux côtés. Alors, pour éviter les quiproquos gauche-droite, donc ici on est à l'est et de ce côté-là on est à l'ouest. Donc la collégiale est orientée. Je fais un effort. Hein. Donc la collégiale est orientée à l'est, comme la plupart des bâtiments religieux, vers Jérusalem. Et donc quand on numérote des baies pour travailler dans les vitraux, on fait attention à l'orientation de l'édifice, ce qui permet à d'autres restaurateurs, les restaurateurs du futur, par exemple, de savoir quand on parle de la première verrière à l'ouest, hein, c'est bien vers celle-là qu'on va se tourner. On numérote en commençant par le chevet. Donc, M. De Vizler a fait sa présentation d'iconographie à juste titre en partant de l'entrée, l'Ancien Testament vers le Nouveau. Quand on numérote les verrières donc pour les vitraux, on commence toujours par le chevet, c'est là que sont souvent les verrières les plus importantes, c'est quand même le lieu de l'édifice le plus sacré. Donc, à l'est, on a est, la verrière est 1, est 2, est 3, et là on a ouest 1, ouest 2, ouest 3, voilà, 6 verrières au total, pour 124 panneaux. Alors, ça c'est donc vous avez le plan de l'édifice. Tout le monde se situe bien sur le plan? Oui? C'est bien de savoir se situer. Et donc, on numérote aussi les panneaux selon un certain ordre. Hein, si je vous dis, voilà, le numéro 3 a été restauré de telle façon par rapport au 5 qui n'a pas été bien restauré, si on ne sait pas par quel côté on a commencé, c'est vraiment très difficile de s'y retrouver. Donc, on a une numérotation standard, on part de gauche à droite, de bas en haut. On numérote avec des chiffres les premiers registres, registre 1, registre 2, registre 3. Et on numérote de l'intérieur de gauche à droite avec des lettres A, B, C, ce qui permet à tous les experts et les personnes qui connaissent ce système de s'y retrouver. D'accord ? Je vais vous présenter, ma présentation va vraiment se focaliser sur cette verrière-là. Donc, Ouest 1. Les pèlerins d'Emmaüs. Et donc, je vais parfois parler de panneaux. Si je vous dis le panneau numéro 1A, tout le monde situe le panneau à gauche, en bas. Voilà. J'ai aussi un petit laser pour essayer de voir si ça marche. Voilà. Voilà, j'essaierai de numéroter. Donc, histoire qu'on parle la même langue, il y a pas mal de termes techniques qui ont été évoqués. Voilà, je ne peux pas vraiment être sûr du niveau de connaissance en vitrail de tout le monde, mais il y aura une séance de questions-réponses après la conférence, donc si vous voulez plus de détails sur les termes, et
je serai présent pour répondre à vos questions. Donc les étapes du projet, je vais essayer rapidement, ça a déjà été évoqué. Il y a bien sûr l'étude préalable réalisée par l'atelier Mesdac, une collaboration avec Catherine Mesdac, Sarah Jarrow et moi-même, tous les 3 diplômés de l'Université de York. Donc on a formé cette équipe, vu la valeur des vitraux, pour non seulement réfléchir sur, enfin, essayer de comprendre leur état dans le détail et proposer les solutions les plus pertinentes pour les restaurations, dans le respect de l'éthique contemporaine en restauration. La restauration évolue, ce n'est pas statique, on ne restaure pas de la même façon aujourd'hui qu'on restaurait il y a 20 ans, ça évolue. Et donc, on tient compte évidemment des dernières avancées technologiques, des dernières connaissances, mais aussi de l'évolution éthique. On est dans une phase fort conservatoire. On privilégie l'aspect authenticité avec des interventions les plus limitées possibles. Voilà, on a parlé des montants assez élevés pour la restauration, donc si je vous parle de moyens limités, je dois me justifier quand même. Hein. Voilà, donc le principe, c'est l'authenticité, et c'est de préserver l'authenticité, conserver tous les fragments possibles. Quand il y a des pièces qui ont des fractures multiples, elles sont recollées. Quand il y a des pièces qui sont laculaires, on garde les éléments préservés et on essaie de compléter du mieux qu'on peut pour réintégrer visuellement la lacune, mais on garde les pièces origines. Donc le principe d'authenticité et le principe d'intervention minimale, deux principes importants. Donc cette étude a vraiment servi la base à l'élaboration du projet par l'atelier d'architecture des DGM et de rédiger le cahier de charge qui a servi à la soumission, le marché public organisé par la ville de Soignies, au terme duquel le marché a été attribué à l'entreprise Monument Hainaut, bien connue dans le patrimoine, qui m'a sollicité et qui m'a choisi pour réaliser les travaux de 2022 à 2023. On a parlé de 3 années, les travaux ont été réalisés en 2 ans. Hein. Donc, pardon ? D'accord. 20 mois au total, pour être exact. 20 mois, c'était absolument nécessaire pour faire un travail de qualité, réfléchi, ne pas prendre les décisions à la légère, de se donner le temps de réfléchir, d'ajuster le timing pour pouvoir à la fois avancer sur site et sur chantier. Donc, l'historique des travaux en 3 phases, comme on l'a dit. La phase 1, dépose des vitraux, remplacement des armatures, pose des vitrages de protection. La phase 2, restauration des vitraux en atelier. Et la phase 3, la pose. Donc 3 phases. J'y reviens. La phase 1, la première chose à faire, c'est de constater l'état des vitraux. Vraiment, il y a l'étude préalable qui est extrêmement bien faite, mais de soi-même, il y a un état des lieux à faire. La situation évolue. Il n'y a pas eu de grandes pertes depuis l'étude jusqu'au début des travaux. Cela dit, ça permet d'avoir une connaissance plus fine de l'état des vitraux. Constat d'état extérieur, vous voyez, il y avait une sorte de protection qui avait été établie sur la baie numéro O1, une baie provisoire qui ne tenait pas des masses. Donc, après les constats d'état, dépose des vitraux. L'étude avait vraiment insisté sur les précautions à prendre pour déposer ces vitraux. Il était scellé dans un mortier très dur, un mortier probablement du ciment. Donc, quand vous avez un verre de 3 mm pris dans le ciment, c'est très délicat d'enlever ce panneau sans faire de dégâts. Je suis très fier d'avoir déposé les 4 verrières sans faire de dégâts. Très fier de mon équipe pour avoir pris le temps et le soin nécessaire pour déposer les panneaux. 2 verrières étaient déjà déposées lors d'une phase précédente par un autre atelier. Ils étaient stockés ici dans les galeries supérieures en attendant d'être restaurés. Donc, le transport des vitraux en atelier se fait dans des enveloppes en carton, dans des caisses, tout ça de façon réfléchie et méthodique.
Une fois les verrières déposées, vous avez des grandes ouvertures qu'il faut fermer évidemment pour rendre le bâtiment étanche à l'eau, à la poussière. On a fait ce qu'on a pu. Mais voilà, les travaux ont nécessité quand même pas mal de poussière. Et je remercie l'équipe de nettoyage et la patience de l'équipe des sacristas aussi. Dépose des anciennes armatures. On a une vue des anciennes armatures qui avait un système très particulier d'emboîtement. Donc les barlotières, c'est ce qu'on appelle les structures métalliques, donc qui font environ de section 24 mm sur 24, section carrée. Les sections horizontales étaient entrées dans les murs et il y avait des petites perforations dans les barlotières horizontales pour y entrer les sections verticales. Un système assez savant, je trouve très bien fait. On a conservé un exemplaire ici, à titre pédagogique, et aussi un jeu de barlotière qui a été conservé au Centre des métiers du patrimoine à Amé, qui sert à la formation des artisans et la sensibilisation au patrimoine. Donc, ceci a été gardé précieusement à terme comme témoin. Donc, ça c'est c'est un apport de l'atelier DDGM, le bureau DDGM, d'avoir prôné le remplacement des barlotières. Voilà, pour pouvoir installer le système de protection. Vous voyez l'état des briques, fort altéré sur les bords. Je suis en arrière, pardon. Voilà, là, le remplacement. Alors, les ferronneries ont été réalisées en atelier, un système de peigne. Donc, vous avez une traverse horizontale sur laquelle on est venu souder des sections verticales pour former un peigne. D'accord ? Donc, ces barlotières sont équipées de pantons. Ce sont les petites pattes métalliques qui sont soudées sur les barlotières et qui permettent de poser les vitraux. Voilà. Vous voyez, le système est mécanisé sur site. Donc, vous assemblez les peignes, un peu comme un mécano, les uns sur les autres. Tout ça est fermé avec des boulons, des écrous. Donc, si un jour il faut démonter, on peut tout démonter. C'est démontable. C'était une exigence de la part de l'atelier DDGM, c'est que tout soit réversible. C'est un grand principe. On fait des choses, mais on peut revenir. Difficile de revenir en arrière, on n'a pas avancé cette machine-là, mais en tout cas, ne pas empêcher les générations futures d'avoir accès à la connaissance des matériaux d'origine et aussi du système mis en place. L'apporteur de la documentation, c'est aussi quelque chose qui était important dans ce projet. Une grosse part de documentation. Ah, donc là, la photo précédente, c'était l'extérieur. À l'intérieur, on a installé un autre jeu de barlotières un peu plus fines pour pouvoir porter les vitraux. Donc ici, on est à l'intérieur. Et on installe ces systèmes de peigne, ce sont les mêmes, qui sont écartés de la barlotière de plusieurs centimètres, de façon à créer une ventilation naturelle entre les deux parois. Éviter absolument l'apparition d'humidité sur les faces des vitraux, qui sont très dommageables pour les peintures, pour le verre et pour le plomb. C'est un peu étonnant, mais le verre est très sensible à l'eau. Le plomb aussi, même si c'est des matériaux qui ont une grande résistance par rapport à l'humidité, à terme, sur des verres très anciens, en fonction de leur composition, on peut voir qu'ils peuvent être altérés. La peinture, qui est une peinture vitrifiable, appelée grisaille, appliquée, donc elle est composée de frites de verre avec un mélange d'oxyde métallique, du cuivre, du fer, et cette peinture-là est cuite. Et elle est censée durer, elle est très pérenne, elle se durer des siècles. On a toujours des vitraux peints du Moyen-Âge. Alors pour cette époque de néogothique, on a redécouvert les techniques après la Révolution. Il y a un petit laps de temps où le vitrail n'était plus transmis, les techniques du vitrail n'étaient plus transmises. Et donc il y a eu un peu de perte, il a fallu retrouver les techniques dans les années 50, 1850, il y a eu un retour, un regain d'intérêt pour les anciennes techniques, dont le vitrail. Et donc, il a fallu quelques années pour stabiliser les techniques. On est en 1860, donc là, on est un peu dans les premières générations, on va dire la deuxième génération de maîtres verriers
qui ont retrouvé les techniques, ce qui arrive parfois un peu les petits couacs de la transmission, comme vous pouvez voir sur certaines peintures assez effacées, j'y reviendrai. Donc l'importance ici, c'est cette verre de protection n'est pas là uniquement pour protéger de la grêle ou du vandalisme, mais aussi pour créer un climat autour des vitraux propice à leur conservation, éviter la condensation. Et donc les vitraux maintenant sont dans les mêmes conditions, des conditions similaires de conservation que la peinture. Donc c'est considéré un peu comme un mobilier. Ça c'est un intérêt majeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Technicien. Hop, je vais essayer de retrouver dessus. Ah voilà, je suis revenu. Vous voyez la même chose que moi. Ça va. Placement des vitrages de protection. Donc c'est un verre feuilleté qui fait 7 mm d'épaisseur, entouré d'une gaine de plomb. Alors l'intérêt de ce vitrage, c'est qu'il va absorber les chocs. Donc il a l'avantage de rester en place quand il est brisé, si jamais il y a une projection qui se fait. Voilà. Je ne sais pas si... Bon, à Binche, on connaît certains problèmes de projectiles qui sont lancés. Je ne sais pas si les festivités de Saint-Vincent, on est peut-être un peu plus calme ici. Mais c'est parce qu'on travaille à l'hôtel de ville de Binche, on est un peu concerné par ce problème-là. Le patrimoine immatériel et le patrimoine matériel, évidemment. Alors la gaine de plomb tout autour, c'est un élément assez peu commun, mais qui préserve, on a remarqué une certaine délamination des verres feuilletés dans le temps. Donc les verres feuilletés sont composés de 2 feuilles de verre avec une feuille thermoplastique entre les deux. Et on a remarqué que cette film de plastique, quand elle est en contact avec l'humidité, peut s'altérer. Et donc pour éviter ça, pour éviter d'avoir une délamination sur les côtés, on a placé un plomb tout autour du verre. Donc aussi, bon, c'est plus cher, mais ça fait un travail plus pérenne. Hein ? Phase 2. La restauration en atelier commence par une petite recherche documentaire. Ici, j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans ma recherche Google. Donc j'ai tapé Disciples d'Emmaüs et je suis tombé sur un tableau de Rubens qui, comme vous pouvez le voir, a inspiré M. van der Poorten. Donc c'est un tableau qui aujourd'hui est à l'église Saint-Eustache à Paris. La photo a été généreusement envoyée par l'église Saint-Eustache, que je remercie. Le tableau vient d'être restauré. Et donc on peut jouer le jeu, pas des 7 erreurs, mais de voir comment on passe d'un tableau à un vitrail. On peut voir que le vitrail, c'est une architecture avec le châssis qui divise la baie. Il y a une division en panneaux, mais aussi on peut voir que le choix des couleurs est différent. L'effet de miroir, les personnages à gauche passent à droite, etc. Des détails, par exemple, il y a le chien qui disparaît. Vous voyez le petit chien à gauche ? Monsieur van der Poorten n'a pas jugé similaire, n'a pas jugé pertinent de le garder. Ce que je trouve important, en tout cas dans la touche Rubens, ici on est 17e, c'est le personnage, le disciple d'Emmaüs qui est assez haut. Je vais le montrer sur le tableau. C'est bien rendu dans le vitrail. Vous voyez le pied est drapé. La tension que vous trouvez dans la cheville et la tension que vous trouvez dans la main, ça on est vraiment dans l'époque baroque. Donc on est postérieur au XVIe siècle. Et donc je trouve ça, en termes d'études, il y a quelque chose... donc il y a une vocation pour, si vous connaissez des étudiants en histoire de l'art, comprendre comment on passe d'un tableau à un vitrail, c'est un sujet vraiment fort intéressant. Alors, M. van der Poorten n'a peut-être pas vu ce tableau, mais ce qu'il a peut-être vu, c'est une gravure. Vous savez, les tableaux ont été reproduits avec des gravures, et ces gravures ont permis la diffusion des images à travers le monde. Et donc, il est beaucoup plus facile pour un maître verrier de partir d'une gravure. Et donc, la gravure est contemporaine de Rubens. Donc, dès son
Rubens, dès son époque, a voulu diffuser ces images. Donc, est-ce que ça va au niveau du temps? Oui. Donc, documentation photographique, là, après la recherche documentaire, est vraiment importante. Donc, chaque panneau, ces 124 panneaux ont été photographiés avant, après, sous différents modes d'éclairage, parce que chaque éclairage va donner à voir des facettes différentes du vitrail. Donc, je vais me concentrer sur une verrière et peut-être sur un panneau. Ce n'est pas possible de voir l'ensemble, mais j'espère au moins montrer à travers ça une méthode. Donc, la documentation passe par une photo face intérieure. Les vitraux ont deux faces, intérieur-extérieur, en lumière transmise. Donc, ça veut dire que la lumière passe à travers. Voilà, c'était l'état avant, en atelier. Donc, vous voyez les lacunes importantes. Hop, sorry. Là, c'est en lumière réfléchie. On voit apparaître d'autres choses. Est-ce que, oui, si on enlève si on éteint l'éclairage, peut-être que, est-ce que ça apparaît pas un peu mieux? Donc, lors d'une époque, je ne sais pas si ça va, on voit mieux comme ça ou, oui. Bon, ici, c'est pas du tout une critique. Parfois, dans la maintenance d'un bâtiment, on prend des mesures de prévention, de sécurité un peu rapides, qui sont peut-être nécessaires pour maintenir des pièces, mais parfois elles ne sont pas adaptées à la restauration. Donc ici, on avait sur les panneaux des grandes bandes de papier collant collées sur la face peinte. Voilà, ce qui est absolument proscrit, compte tenu de la fragilité des peintures. Heureusement, l'enlèvement de ces papiers collants n'a pas trop posé de problème, et donc il n'y a pas eu de perte de grisaille, pas de perte de peinture originale en l'enlèvement de ces bandes adhésives. Donc on voit les marques, les traces blanches que vous voyez, ben c'est la poussière voilà, de l'édifice qui, avec la condensation, vient se mettre généralement autour des pièces. Donc vous voyez que l'impact de la condensation là est visible sur ces verres-là. C'est souvent autour des plombs que se marquent que les peintures sont les plus détériorées. C'est là où se trouve aussi la condensation. Voilà. Alors le vitrail a deux faces. La face extérieure aussi est source d'apprentissage. La petite ligne blanche que vous voyez là-bas, ici c'est une ancienne réparation. Donc ça veut dire qu'il y a eu des travaux antérieurs à 1980. On ne sait pas évaluer vraiment le phasage des travaux parce qu'on n'a pas de documentation, pas d'archives. Ces vitraux ont fait l'objet de maintenance. À quelle époque, à quelle ampleur, c'est difficile de voir. Mais ça a eu le mérite de passer ces vitraux d'une génération à l'autre, même si aujourd'hui on fait un peu les choses différemment. Des photos de détail, de parties de dégâts particuliers. Ici, vous avez donc vous identifiez bien sur le panneau 3B. Oui, tout le monde l'a repéré. Voilà, la main du Christ. Voilà, une pièce symbolique importante. Monsieur de Vézler a parlé de l'importance du pain et dans le cycle iconographique de la chapelle. Donc cette pièce avait une importance particulière. Donc il y a un relevé des dégâts qui est fait. En trait, ce sont les dégâts, les pièces cassées. En rouge, les aplats rouges, ce sont les lacunes. Les formes en vert, ce sont les papiers collants. Donc ça permet vraiment de localiser les dégâts. Faire des propositions de restauration. Donc pour chaque panneau, des propositions ont été établies et transmises au maître d'ouvrage, au comité, à la direction de chantier, qui a pu analyser ces documents, revenir vers moi, poser des questions, réfléchir sur la meilleure façon d'agir. La concertation. Malheureusement, je n'ai pas ces images, M. de Vézère en a montré. C'est vraiment important, cette phase-là,
Aujourd'hui, personne ne peut prétendre avoir la solution miracle. Ça fait l'objet de réflexions au cas par cas, chacun apportant son éclairage, que ce soit l'historien de l'art, l'architecte, le fonctionnaire dirigeant, l'entreprise générale. Donc tout ça, ça fait l'objet de pas mal de discussions fort riches et productives. Alors, une étape importante, le nettoyage. On ne nettoie pas des vitraux comme des vitres, vous avez bien compris vu la fragilité des matériaux. Voilà un peu les outils, les produits qu'on utilise. Les produits sont assez simples, de l'alcool et de l'acétone. L'alcool, ça permet d'enlever les dépôts gras. L'acétone, ça permet d'enlever les cols. Et aussi, vous voyez les différents pinceaux qui ont été utilisés pour dépoussiérer, le scalpel pour enlever les parties plus résistantes, plus dures. Des cotons-tiges, une grande quantité de cotons-tiges, de l'ouate. Donc voilà, pas des matériaux fort onéreux, mais pas mal de temps consacré. Nettoyer un vitrail au coton-tige, ça prend du temps. J'ai une collaboratrice dans la salle qui peut en témoigner. Vous voyez un coton-tige vraiment très dégoûtant, mais voilà. Pour moi, ce n'est pas dégoûtant, c'est juste un dépôt. Voilà. L'extérieur était finalement assez propre. Un peu de dépôt, qui s'enlevait. Je veux dire, on n'a pas réussi à nettoyer beaucoup l'extérieur. Par contre, l'intérieur, la différence est quand même significative. Vous voyez l'état de l'ouate. Alors pour l'extérieur, comme vous voulez voir, les vitraux ne sont pas dans l'état dans lequel ils étaient. C'est illusoire de penser qu'on peut retrouver les lustres d'antan en vitrail. Dans la perspective d'une intervention minimale, on a prôné un nettoyage respectueux des matériaux. Donc j'avais proposé un procédé expérimental qui n'a pas été retenu, qui avait une certaine efficacité, certains risques, et donc on a pesé le pour et le contre, et finalement on n'a pas opté pour cette solution-là. On n'a finalement pas su enlever beaucoup les dépôts de pollution qui sont à l'extérieur. Voilà. C'est un peu frustrant pour un restaurateur, je vous l'avoue, mais en même temps, je pense que c'est une bonne décision compte tenu des connaissances actuelles. Peut-être que dans les générations futures, ils auront des équipements laser qui permettront de faire des nettoyages plus avancés. Alors cette pollution-là, je n'explique pas vraiment d'où elle vient, parce que le bâtiment lui-même, l'extérieur, il y a peu de dépôts noirs. Quand on voit les vitres des bâtiments aux alentours, même les vitraux de la collégiale sont quand même fort peu sales. Une hypothèse, c'est le chauffage. Donc la chaufferie est juste à côté, juste en dessous de cette verrière-là. Et donc il y a une époque où peut-être il y a eu pas mal de dégagement. Et voilà, quand on se chauffe n'importe comment, il y a le patrimoine qui en pâtit. Voilà, si on peut allier patrimoine écologique, que le patrimoine serve comme une sorte d'écologie, c'est vraiment au sens doctrinal que je le dis évidemment. Et donc si on peut voir que le patrimoine, il est aussi le témoin d'une époque où on s'est chauffé de cette manière-là, probablement des poêles à charbon très très polluants, et qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. Donc ce dépôt, malheureusement, on n'a pas su l'enlever, ce qui fait qu'il y a ce filtre gris, grisonnant, grisâtre, qui est resté. Voilà, un nettoyage très fin avec une lunette grossissante pour des choses. La plupart du temps, je ne mets pas ces lunettes, rassurez-vous. Mais pour certains détails, quand on touche vraiment des peintures dont on suspecte un problème d'adhérence et qu'il y a un dépôt, on prend vraiment le temps et le soin de faire les choses de la règle de l'art. Alors, les restaurations antérieures, il y a eu donc il y a des restaurations qui ont été faites dans le passé, qui ont été identifiées. Alors, est-ce que vous pourriez les identifier sur la photo? Non? Ah, il était beau le vitrail, hein? La grêle, elle a fait des dégâts. Je ne sais pas si c'est la grêle qui a fait ça, mais en tout cas,
C'était costaud. C'est le vitrail 6A. C'est en haut à gauche. Alors là, c'est la restauration après. Ce que je voudrais montrer ici, c'est pas tant la restauration en tant que telle, mais c'est d'avoir préservé les pièces d'origine. Je vais les montrer. Voilà. 2 pièces qui ont été restaurées dans le passé. Si je vous la montre maintenant, si je la mets en évidence, on va dire, bah oui, il y a une différence de couleur, etc. Mais on a jugé que, fondamentalement, elle pouvait être conservée comme témoignage de l'apport des générations antérieures. Il y avait un petit problème de mesure, etc., mais on a quand même décidé de les conserver. Donc, pour une bonne partie des restaurations antérieures, on a appliqué le principe de conservation. Conservation de ces interventions comme témoignage des restaurations antérieures. Alors, il y a aussi des remplacements. Ici, le panneau 4C. La photo est un peu floue, donc c'est un peu difficile de trouver. Mais là, celle-ci, c'est du verre soufflé pour la plupart des vitraux. Pour tous les vitraux, c'est du verre soufflé. Mais certaines pièces antérieures ont utilisé un verre d'autre type avec de la peinture à froid. Bref, ça ne tenait pas la route au niveau de l'iconographie et elle était tellement bancale qu'elle est tombée après les constats d'état et avant la dépose. Donc, cette pièce-là a été remplacée. Voilà, vous pouvez la voir à droite. Faites attention que les conditions de photo, il faut qu'on a parfois une différence. Hein, c'est le même panneau, rassurez-vous, il a été nettoyé. Mais voilà, les conditions d'éclairage font que ce n'est pas tout à fait la même chose. Une photo prise sur site, une photo en atelier. Donc là, c'est remplacement de la pièce. Il n'y en a pas eu beaucoup, je pense qu'il y en a eu 5. Alors, il y a une troisième voie, c'est la mitigation. C'est-à-dire que tu as une pièce qui a été restaurée, qui est une pièce ajoutée dans le passé. Elle est comment je vais dire, elle est distinctive, mais en même temps, on peut estimer qu'elle peut être gardée. Est-ce que vous pouvez localiser où elle est? Ah oui, super. Vous avez tous trouvé? C'est la verrière O3, panneau 5D. Ça fait un peu toucher couler. Hein. Ça va, j'ai gravi un peu dans l'audimat. Bon, donc le visage a été remplacé. Maintenant qu'on le voit de près, on voit le style est distinctif, etc. Mais en vitrail, le vitrail est fait pour être apprécié de loin. Et donc, on a estimé que de cette distance-ci, cette différence, comment je veux dire, ne justifiait pas le remplacement. Alors, par contre, elle est un peu plus claire. Alors, ce qu'on a fait, c'est placer un verre coloré devant pour essayer d'atténuer ces différences, comme vous voyez sur la photo et sur le vitrail. Donc voilà, on lui a créé un petit baume pour mieux l'intégrer. Donc on n'a rien touché à la partie, à la pièce d'origine. On est venu simplement mettre devant. Voilà. Le collage, il y en a eu 282. Donc voilà, différentes avec simple, casse double, triple, quadruple. Il y a vraiment tous les styles. Des casses simples, des casses complexes. Et tout ça, ça a été recollé au nom du principe d'authenticité. Et là, on n'a pas lésiné. On a vraiment pris le temps de conserver n'importe quel petit fragment. A fait l'objet. Donc, généralement, on essaie de retirer la pièce du panneau pour pouvoir nettoyer les champs du verre, pour permettre une adhérence maximum et un travail pérenne. Heureusement, la plupart des pièces pouvaient être retirées sans nécessiter le démontage du plomb. Parfois, il a fallu démonter un tout petit peu pour accéder à des pièces sensibles. Donc, on utilise de la colle époxy, c'est ce qui a été choisi ici, qui convient quand il y a une verrière de protection, ne convient pas quand il n'y a pas de verrière de protection. Le dosage est vraiment très... ces deux composants, il faut les mélanger vraiment de façon précise, avec la petite balance que vous voyez. Donc, ça demande beaucoup de soins. Il y a un peu de débordement,
hein, pour être sûr qu'il y ait suffisamment de colle. Et puis rassurez-vous, après c'est nettoyé et on ne voit normalement rien après. Quand il y a une petite lacune, 1 cm², par exemple, on fait un comblement de colle. La verrière O1, panneau 1A. Cherchez le panneau. Pour trouver la pièce, hop, je pense que c'était en bas. Voilà. Hein, parfois on voit une photo de près, on le voit à distance, on juge un peu pas de la même façon. Donc comblement de petites lacunes, et puis après des retouches à froid qui permettent d'éviter d'avoir un effet un peu dérangeant, perturbateur du passage de la lumière dans un comblement qui est transparent. Une retouche à froid. Le procédé est réversible, on peut revenir en arrière. Il ne touche pas la matière d'origine, il ne touche que le comblement. Un exemple de reconstruction plus important, ici nous sommes dans le panneau ce fameux panneau 3B. J'en ai rêvé de ce panneau. Bon, la lacune importante, vous voyez par la forme, assez complexe. Il y avait aussi beaucoup de fragments. Donc la première chose après collage, c'est essayer de redessiner, la pièce a été extraite du panneau, redessiner précisément. Sur base du tableau de Rubens, parce qu'on n'avait pas de photo avant dégâts. Je vois que vous avez, M. de Vézère, une photo de la verrière en noir et blanc. Par contre, je ne pense pas qu'elle est surexposée, hein, on ne voyait pas le panneau. Donc là, c'est grâce à la gravure de tableau de Rubens qu'on a vraiment vu imaginer où se trouve. Là, c'est une reconstitution virtuelle. Ce que vous voyez, c'est du dessin, mais qui est nécessaire pour pouvoir imaginer ce que c'était, le travail du trait, le travail du modelé. Et j'aurais dû faire plusieurs étapes aussi, parce qu'il y a là, vous avez la réalisation finale, mais il y a le trait sur le verre, le choix du verre, le trait de contour, les ombrages. Le verre est de couleur jaune clair, donc il faut apporter la couleur ici, la carnation. Donc c'est une succession d'étapes importantes, avec la difficulté majeure ici, c'était la présence de ce dépôt opacifiant. Donc on devait tenir compte du fait que ce dépôt modifie la transmission de la lumière. Et donc, le parti pris ici avec la direction de chantier, c'est de restaurer la pièce telle qu'on la voit aujourd'hui. Ne pas vouloir retrouver l'étape d'origine. Le but étant de réintégrer visuellement, pour ne pas que ça se voie de trop. Voilà. Au niveau des décors peints, malgré les dégâts observés, le processus est relativement stable. Donc, il n'y a pas de dégradation supplémentaire. Quand on passe avec un peu d'ouate sur les grisailles, généralement, ça ne bouge pas trop. Donc, on fait quand même attention. Mais ce que vous voyez, ce que j'expliquais, c'est que le long des bords du plomb, c'est là que vient de se mêler l'humidité, c'est là que vient se détériorer les grisailles. Alors, j'avais proposé de réintégrer ces lacunes avec des retouches à froid. Le problème avec le vitrail par rapport au tableau sur toile, c'est qu'on applique une retouche directement sur la matière d'origine, tandis que sur un tableau sur toile, on applique une retouche sur un vernis. Donc on peut se permettre une intervention plus grande sur un tableau sur toile parce qu'on n'est jamais sur le pigment d'origine. Tandis que sur le vitrail, il n'y a pas de vernis, on est tout de suite sur la matière picturale. Donc actuellement, on est fort réticent à appliquer de la peinture sur le vitrail. Donc, ceci est encore visible. On aurait pu atténuer avec des retouches, mais ce n'est pas le parti pris qui a été préconisé. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est le panneau, la verrière E1, donc on est à l'est, ici. Le panneau 1A, donc en bas à gauche. Vous voyez l'état dans lequel c'était. Alors, par quelle magie est-on arrivé à cela? Alors,
première, c'est grâce aux technologies et du traitement d'image, grâce à la photo, en modifiant un peu les paramètres de contraste, on est arrivé à faire ressortir ce qu'on appelle les traits fantômes. Une fois que la peinture est partie, vous avez la partie du verre qui n'a pas été exposée aux aléas du temps. Et donc, elle apparaît plus claire que la couche de fond. Et donc, par un traitement d'image, on peut faire revenir le nom délicieux de Clémentina Fauconnier, une famille d'ailleurs très représentée dans les donateurs. Il y a d'ailleurs une étude à faire sur les donateurs qui ont quand même... les vitraux ne sont pas tombés du ciel. Il y a eu des générations antérieures et je pense que le financement était d'autant plus important qu'une restauration. Signaler que l'effort consenti par les Sonégiens à l'époque devait être énorme. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise une peinture comme le doublage de la pièce que j'avais montrée tout à l'heure sur le visage. On restitue les inscriptions sur un verre de doublure. Le tout est un peu patiné pour éviter les reflets. Il est intégré dans le panneau, on le voit mieux en lumière réfléchie. Donc, la verre de doublure est entourée d'un plomb qui est soudé au panneau d'origine. Et donc, par transparence, on ne voit pas. Donc, les trois matériaux constitutifs vitraux, c'est le verre, la peinture et les plombs. Élément important, aujourd'hui reconnu comme tel. Je suis un fervent défenseur du plomb. Et donc, le principe ici, grâce à l'étude, c'était de confirmer le bon état général du plomb. Alors, est-ce qu'il est d'origine? Est-ce qu'il y a une restauration? C'est difficile à dire. En tout cas, s'il y a une restauration, elle est fort ancienne, parce que le plomb est patiné. D'après Isabelle Lecoq, ce serait d'origine. Je tends plus vers une restauration, parce que je trouverais étonnant d'avoir un réseau de plomb aussi bien conservé de 1860, sans protection. Mais voilà, on est un peu... c'est une petite différence sur le sujet. Cela dit, si ça avait été un remplacement complet du plomb, c'était une campagne de grande envergure qui aurait marqué quand même au moins les journaux locaux. Peut-être qu'il y a une recherche à faire dans ce niveau-là. Donc, ce plomb-là a été conservé dans la plupart des cas, 3/4 des cas au moins, et dans certains cas, on a démonté partiellement le réseau de plomb de façon à pouvoir restaurer les verres endommagés. Donc, principe d'intervention minimale, on ne démonte pas tout le plomb. Et imaginez le budget, si on avait dû remplacer tout le plomb. Je vous ai fait gagner des sous là. Et voilà ce qui aurait pu se passer pour l'ensemble des panneaux si on avait fait ça dans les années 2000 par exemple. Si vous aviez fait les années dans les années 80, c'était tout qui était remis sous plomb systématiquement, jusque dans les années 2000. Donc actuellement, principe d'intervention minimale, conservation d'authenticité, on a préservé le plomb. Ici, les dégâts étaient tellement importants en nombre de pièces qu'on a remplacé l'entièreté du plomb. Vous voyez, il y a aussi des traces qui apparaissent on voit bien sur la photo, c'est les marques du papier collant. Voilà, c'est pas de la colle, je ne sais pas ce que c'est la marque du papier collant. Comme quoi, certaines interventions, même de prévention, c'est préférable de consulter un restaurateur avant d'intervenir de façon irréversible. Et je pense qu'à Mons, ils sont très au courant du sujet. Voilà, on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et donc voilà. Alors, on a ajouté une bordure opaque pour pouvoir placer les panneaux. Donc, en changeant le positionnement des verrières, en les mettant en plus à l'intérieur, on a tenu compte de tous les paramètres, hauteur, largeur, etc. Et donc, en faisant venir les vitraux d'intérieur, en hauteur, on était tout pile, en largeur, on était un peu trop court. Et donc, pour compenser ça, on a ajouté soit un double plomb, soit on a mis un verre opaque, une bordure opaque, qui
est quand même peu visible. Documentation photographique après restauration. J'ai encore 10 petites minutes ou pas? Oui? Donc, documentation photographique après restauration. Juste pour le plaisir des yeux, c'est tel que vous voyez maintenant. Le plomb se patine avec le temps, face extérieure. Au détail, je suis assez fier des découpes. Voilà, pour réintégrer les pièces, c'est quand même pas donné, c'est quand même pas... voilà. C'est assez compliqué de réaliser des découpes aussi complexes, mais on aurait pu le faire en plusieurs pièces, mais alors vous auriez une petite araignée de plomb, etc. J'ai oublié de le dire, les pièces nouvelles sont datées et signées. Donc il y a une marque discrète, je pense qu'il faut vraiment aller plus près. Ah voilà. Vous voyez ici, il y a la date. Donc ce qui permettra dans le futur de reconnaître vraiment ce qui a été fait. Voilà, en plus de la documentation, c'est quand même plus visible comme ça. On le regarde différemment, le panneau, quand on voit ceci. Alors, le rapport final de restauration. Chaque verrière a fait l'objet d'un rapport, et puis il y a un rapport général. Ça fait quelques pages quand même. Mais on espère que ce sera utile pour le futur. Alors, donc 6 verrières, 124 panneaux. Bon, je ne vais pas m'apesantir sur les quantités, mais quand même 382 pièces collées, 84 lacunes. Voilà, ça c'était pour les quantités. Phase 3, la repose des vitraux, tel qu'on le voit aujourd'hui, de l'intérieur. Avec aussi tout un travail au niveau, on le voit moins maintenant, avec on peut peut-être allumer. Il y a aussi tout un travail de plafonnage, de peinture, pour ne pas voir le raccord. Donc il y a un joint de plâtre qui a été fait en périphérie. Tout ça, ça a été repeint par l'entreprise Monument. Voilà, de l'extérieur, avec la vitre de protection. Il y a un petit effet réfléchissant. Il y a différents vitrages qui permettent d'atténuer cet effet-là. Ici, on a privilégié l'aspect technique. On veut un vitrage solide, pérenne. Et bon, voilà. Le fait que la verrière de protection suit la même division que les vitraux atténue un peu cet effet-là. Voilà, mes remerciements à la direction de chantier qui était fort présente, fort réactive et qui nous a aidés à construire ce projet, à le mettre en œuvre. Évidemment, la WAP, l'Agence Wallonne du Patrimoine, le Comité Wallon du Vitrail, et je les ai mis dans l'ordre alphabétique des prénoms. Il n'y a pas de préséance. Évidemment, le maître d'ouvrage, la ville de Soigny, et M. de Weisler, la famille d'église. Remerciements aussi à l'entreprise Hainaut, du monument Hainaut, avec Adrien Van der Wiel qui était fort présent dans ce projet. S'est pas contenté de venir restaurer les façades, il était activement présent. Remerciements à tous les collaborateurs, et vous voyez que je ne restaure pas tout seul, donc c'est un atelier qui a réalisé tout ça à différentes étapes, chacun avec sa spécialité. Voilà, merci à vous pour votre attention. Voilà, n'en faites pas trop. Merci, monsieur. Super. Donc, est-ce qu'on passe à l'extérieur? Est-ce qu'on fait des questions-réponses? Je vais l'évoquer. Tout d'abord, je voulais signaler que, puisque vous l'avez déjà évoqué également, à savoir les familles bienfaitrices, que tout récemment, j'ai appris que Manu Haché, qui est ici au premier rang, avait fait de nombreuses recherches à propos de la généalogie des familles qui ont fait don de ces vitraux. Donc, il se propose, pour ceux que ça intéresserait, d'en parler
avec vous, juste après la conférence, mais l'information est trop récente. Peut-être qu'une fois on publiera sur le sujet, enfin je l'espère. Donc ça permettra d'ajouter cette information-là. Premier élément. Deuxième élément, Monsieur Brour se propose, pour ceux que ça intéresse, d'aller à l'extérieur maintenant pour justement bien comprendre cet assemblage avec le vitrail de protection, d'une part par rapport à la pose du vitrail lui-même, donc pour mieux comprendre ces aspects techniques. On a placé un spot à cette intention-là. Troisième élément, avant peut-être de passer aux questions-réponses, je me permets tout de même de vous rappeler que samedi matin, il y a la grande cérémonie d'ouverture et donc je vous invite à venir à la collégiale à 10h45. Vous êtes évidemment tous les bienvenus. Et aussi, avant de vous céder la parole pour les questions, un petit verre de l'amitié vous est offert dans le bas-côté. Je remercie mon ami Bernard Rassner pour l'organisation du drink et toute son équipe, avec plusieurs fabriciens, notamment Joël Gosset, Benoît Roland, l'épouse de Bernard, Viviane de Préter. Et donc, vous êtes les bienvenus pour partager ce petit moment ensemble, mais surtout, évidemment, aussi à samedi matin. On ne connaît pas, dans l'état actuel des choses, la météo de samedi. Donc, venez vous mettre à l'abri samedi, et vous serez ici bien au chaud et à l'abri au cœur et dans le cœur. Voilà, merci. Éventuellement, donc, maintenant, si vous avez des questions-réponses, la parole est à vous. Manifestement, c'était clair. Monsieur Benrubi. Voilà, c'est une bonne question. Je vais essayer de retrouver un peu en arrière pour voir. Oui, on le voit bien ici. Donc vous avez la main. Habituellement, on utilise pour intégrer une pièce ancienne et une pièce nouvelle, on utilise des rubans de cuivre autocollants. C'est la technique Tiffany. Certains connaissent peut-être les lampes. Donc ça permet de faire des assemblages très fins et qui permettent de distinguer la pièce d'origine, les pièces originales et la pièce nouvelle, la pièce ajoutée. Voilà, on utilise plutôt cette technique-là. Alors, ça peut arriver qu'on recolle, dans certains cas, une pièce d'origine et une pièce ajoutée. Par exemple, si vous avez un visage, pour éviter d'avoir une balafre, il y a un cas aussi dans une verrière où il y avait une pièce importante, le buste d'un des prêtres, et où il y avait une lacune importante. Et donc, pour éviter, d'avoir une balafre au milieu de cette pièce-là. Alors là, voilà, c'était un peu délicat. Là, j'ai appliqué la distinction, mettre en valeur, enfin, de façon discrète, mais distinguer la pièce nouvelle de la pièce nouvelle. On aurait pu aussi recoller dans ce cas-là, dans le cas de la main. Voilà, ça fait l'objet de concertation. Les cols sont réversibles. La technique de Tiffany est réversible, donc ça se chauffe et ça se dessoude. Et les cols sont réversibles. Si vous, dans un bas d'acétone, une étuve d'acétone, vos collages peuvent se dissoudre. Donc les techniques employées sont réversibles. Oui. Alors pour la question, j'ai parlé d'un produit de consolidation, donc époxy, la marque c'est Araldite. Et donc cette colle est assez sensible à l'humidité et aux écarts de température. Et donc quand on est en dehors d'une verre de protection, alors là il y a d'autres produits qui ont d'autres caractéristiques. Il y a par exemple des colles qui fonctionnent avec les UV, il y a des colles silicone. De niveau conservation, ce n'est pas des colles silicone qu'on trouve
voilà, au bricot. Et donc, ce qui permet d'avoir des produits qui conviennent à ces conditions de conservation. On peut aussi utiliser des plombs de casse, donc ça veut dire une fine languette de plomb qui permet de stabiliser les fragments. Ce qui est plus délicat, c'est que vous en avez beaucoup de casse sur une pièce, ça fait des araignées, ça fait un peu ces effets d'araignées qui sont un peu dérangeants. Si vous allez en Angleterre, c'est constellé leurs vitraux sont constellés parce que c'est une technique qu'ils ont mis en place et qui conservent, parce qu'ils estiment que l'aspect visuel n'est pas aussi important que l'aspect historique. Sur le continent, on estime quand même qu'une œuvre d'art doit être appréciée visuellement. On a une autre culture de l'image et donc on privilégie des techniques qui sont plus discrètes, qui mettent mieux en avant l'aspect visuel. Voilà. Mais je maintiens que la verre de protection, pas simplement pour les produits, mais voilà, est essentiel aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est établi qu'il est très rare de ne pas avoir de projet de restauration de grande ampleur qui ne mettent pas en place des verres de protection. Alors, j'ai une formation d'atelier et puis après, j'ai poursuivi une formation complémentaire donc d'artisan à Chartres, où j'ai suivi un cursus de formation pour me permettre d'être restaurateur, artisan restaurateur, bien commun, c'est-à-dire tout ce qui est 19e et postérieur. Ça, c'est la classification française. Et encouragé par l'IRPA, j'ai suivi une formation complémentaire. J'ai suivi un master de 2 ans à l'université de York, en Angleterre. Donc voilà, j'ai une formation d'artisan et aussi une formation universitaire. Aujourd'hui, il y a les deux. Il y a des personnes qui sont artisans, des personnes qui sont restaurateurs, mais la tendance est aujourd'hui à devenir de plus en plus académique. C'est polémique, hein, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Et qu'est-ce qu'il faut pour restaurer un vitrail? Je pense qu'il faut différentes compétences. Il faut des artisans qui sont capables de faire. Il faut aussi des restaurateurs qui peuvent dire, voilà, je doute, je ne sais pas, je cherche, je dois me renseigner. Que quelqu'un qui dit, moi je sais, je fonce. Donc voilà, il y a des attitudes intéressantes, que ce soit celle d'artisan, soit celle du restaurateur, qui peuvent être une seule personne comme moi, mais pas forcément dans une équipe. On peut avoir ces différents profils. Le vitrail, ce n'est pas simplement du verre, du plomb et de la peinture, c'est aussi de la maçonnerie, de la ferronnerie, parfois de la menuiserie. Donc ça fait appel à différentes compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je milite pour des ateliers multidisciplinaires qui intègrent les différentes compétences. Voilà. Si vous avez encore des questions éventuellement. Sinon, je serai encore disponible en aparté. Voilà. Comme je l'ai dit, donc, M. Brour se propose maintenant d'accompagner ceux qui s'intéressent à l'extérieur de la chapelle, dans le jardin du cloître, pour aborder d'autres considérations esthétiques. Je souhaite encore une fois le remercier, parce que c'est à proprement parler, il faut bien le reconnaître, un maître verrier. Merci. Pour le verre. C'est quoi le chemin? Ah oui, attendez, je vais vous laisser passer.